L'entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est fière de collaborer à cette émission. Anecdotes sucrées et peut-être légèrement salées sur les interdits et les tabous vécus dans la jeunesse de nos invités. Ce qui se dit à l'émission reste à l'émission. Pas vraiment d'interdits, mais disons des choses qu'heureusement nos parents ont appris beaucoup plus tard, à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on sait, le dimanche matin, tout le monde allait à la messe. Le boulevard La Salle, à l'époque, évidemment, c'était un boulevard. Il y avait beaucoup d'autos qui passaient, mais le dimanche matin, c'était très, très, très tranquille. Alors, nous, on s'amusait pendant que ma mère était dans la cuisine, donc qui donnait sur la cour arrière. On se couchait dans la rue et on comptait jusqu'à ce qu'une auto arrive. Évidemment, on se levait rapidement, l'auto n'aurait pas pu nous frapper. Et c'était celui ou celle qui comptait le plus longtemps qui gagnait. Mais ça, on a raconté ça à nos parents. On était dans la vingtaine, là. Vraiment beaucoup plus tard. Le cégep, qui autrefois était le collège classique, nos petits cousins, nos petits frères et nos petits amis faisaient partie de ces groupes d'étudiants-là, puis ils venaient nous voir ici à Baie-Comeau. Et les sœurs étaient très tolérantes. Elles acceptaient nos liens de parenté, mais qui n'étaient pas tout à fait vrais à un moment donné. Il y a certains sujets qu'on ne parlait pas beaucoup. La sexualité, ça se parlait pas beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Je veux dire, on était tous pareils, on en savait tous un peu, mais c'était pas comme ouvert comme maintenant, là, que tout se dit. La sexualité, les parents n'en parlaient pas du tout. Non. C'était fermé, tu sais. Même, ils nommaient pas les choses, tu sais. Maman me disait, lave-toi là. Là, tu ne nommais pas la vulve, là. Nous autres, on le dit aux enfants. Bien, les tabous, c'est sûr que quand on jouait dehors, on était vraiment, je pense, beaucoup plus libre. On allait voler des pommes dans des pommiers, dans le temps des pommes. On allait piller dans des jardins. Mais je pense que c'était vraiment plaisant parce qu'on jouait dehors tout le temps. Et à l'époque, il y avait un couvre-feu à 9 h le soir. L'usine, il y avait une sirène à 9 h qui criait. Ça voulait dire les enfants rentraient. Et la police faisait le tour de la ville. Mais on savait, dans ce temps-là, des chars, ils n'avaient pas à tous les maisons comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a 3-4 par maison. Mais dans ce temps-là, quand on voyait le char virer, on se cachait. Un coup qui était passé, on continuait à jouer dehors. Jusqu'à temps que nos parents nous disent de rentrer. Oui, madame. Des interdits quand j'étais jeune, t'en veux-tu? En v'là. Mes parents étaient sévères corrects, là, mais mon père était trop un peu, je pense. Il avait trop le... Il guettait ses filles en tableau. Il m'a dit que moi, je me souviens, entre autres, d'une fois que j'étais arrivée de Forestville, parce qu'on allait danser là. Puis j'étais dans l'auto avec mon chum du temps. On était dans l'auto, puis on restait là sans... Alors, tu sais, ça veut dire qu'on jasait pas rien, hein, en tout cas. Puis mon père était en dedans de la maison, il savait qu'on était là. Fait que quand ça faisait trop longtemps qu'on était là, il venait frapper dans la porte. Envoyé dans la maison. Envoyé dans... J'avais 16, 17. Même si la religion avait encore sa main mise sur la population, il ne faut pas croire que les gens ne faisaient pas de péché ou ils ne se mettaient pas à, disons, passer un peu outre les directives de l'Église. L'alcool, notamment, est un fléau dans les villes de chantier puis dans les chantiers eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important en Côte-Nord. C'est quelque chose que Monseigneur Labrie mentionne souvent. C'est pourquoi l'arrivée de la première cargaison de bière en 1937 est comme accueillie autant par un enthousiasme, parce que les gens sont contents, il y a de l'alcool finalement,
mais aussi par un air d'un peu de réprobation parce que, encore à cette époque-là, il y avait comme une vague de tempérance, donc les gens qui étaient contre la consommation d'alcool, puis aussi pour la prohibition. C'est toléré, cependant, donc à Baie-Comeau, ils n'ont pas fait des interdits, il y avait quand même une taverne et tout ça. Mais la raison pourquoi c'est toléré, c'est parce que les profits de l'alcool vont au sport et au loisir à Baie-Comeau. Donc, il y a un seul endroit, il y a un monopole sur la vente d'alcool et tous les profits vont au centre récréatif, donc pour la jeunesse et les loisirs. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des débordements et des conséquences cachées et souvent tabous. Donc, on ne parlait pas nécessairement de ce qui se passait dans les familles à cause de cet alcoolisme-là. Et en dessous d'une armoire, on a trouvé une boîte. Et dans cette boîte-là, on ne savait pas c'était quoi. On avait peut-être 8, 9, 10 ans, je ne sais pas. Mais c'était des belles petites boîtes. Et dans ces boîtes-là, c'était des condoms. Mais on ne le savait pas. Alors, on a sorti cette boîte-là dehors. On sortait des condoms des boîtes, on mettait des roches dedans. On les tirait dans les airs, puis ça faisait un parachute. Hey, c'était-tu plaisant? Mais là, il y en avait de crochetés dans les arbres un peu partout. Et la mère de mon chum, qui restait voisin d'où qu'on était, elle nous a dit « Venez ici, là, j'ai de quoi vous dire. » Je ne me rappelle même pas comment elle nous a expliqué. Elle nous a dit « Je vais vous donner un sac, puis ramasser tout ça. » Et quand le monsieur va arriver, vous irez mener après le travail. Alors, je peux vous dire, on les a ramassés, mais il en restait dans les arbres. Le monde passait sur les trottoirs, puis il regardait ça, mais nous, on ne savait pas c'était quoi. Alors, on a ramassé tous les condoms, on a mis ça dans un sac, et après l'ouvrage, la mère de mon chum a dit, « Bien, allez cogner à la porte. » Alors, le monsieur, il a ouvert le sac, il a regardé dedans, mais je peux vous dire que la porte a fermé vite. Ce qui s'est passé après, je ne le sais pas. Mais c'est une vraie histoire. Je ne sais pas s'il vendait ou si c'était pour son usage personnel, mais je peux vous dire qu'il n'avait toute une boîte. Je pense qu'il n'avait 12 douzaines. Il avait une grosse. Oui, une grosse. On peut faire un jeu de mots, il n'avait une grosse. Mais tu sais, des choses, des tours, puis tout, on a joué des tours dans la rue, puis mettre des portefeuilles sur le trottoir, puis se cacher dans la haie. Puis quand il venait pour ramasser, on tirait dessus. On était tout le temps dehors. Petit clin d'œil sur nos invités. Laissons Walter Bisson se présenter à vous. Je suis né à Chicago, Illinois, et je suis arrivé à Baie-Comeau le mois de juin 1941. Moi, ça ne m'a pas dérangé de tout, mais j'avais 2 sœurs, un de 8 ans et un de 13 ans. Puis quand ils ont fait la traversier de Rimouski à Baie-Comeau sur un vieux bateau, puis ils sont arrivés sur le quai ici, puis ils n'ont vu pas d'autre chose que la poussière, puis les maringouins, ils ont dit « Nos parents sont fous, raides ». Puis voilà, ma soeur la plus vieille, Marguerite, elle était prête pour nager pour retourner à Rimouski. Mais ça a bien été après ça. Merci. Thank you, Mr. Bisson. Il y a quelqu'un qui me parlait qu'il y avait une dame qui avait pris habitude d'aller chercher au plus rapidement possible le salaire de son mari au département des payes parce qu'elle savait que si son mari allait ramasser la paye, il allait la dépenser à la taverne. Puis quand on pense qu'à cette époque-là, la paye, c'était une fois par mois, puis là, il a flambé la paye dans l'alcool, bien, le mois, il va être dur. Donc, c'était quelque chose, disons, un peu tabou. On parlait pas de ça, mais c'était quand même, il y avait beaucoup de conséquences sur la famille. Une chose aussi intéressante, ça, c'est les gens pensent pas nécessairement que ça a pu arriver sur la Côte-Nord. Donc, en 1948, Monseigneur Labrie a été conduit d'urgence dans une municipalité de la péninsule pour faire 2 excommunications. Donc, ça, une excommunication, c'est un acte très grave dans la religion catholique. La personne excommuniée va en enfer, donc elle n'a aucun pardon. Si elle décède en état d'excommunication, elle ne peut même plus être enterrée au cimetière. Puis socialement, c'est très grave parce que si tu continues dans le péché, puis les gens t'aident,
peuvent aussi être excommuniés. Heureusement, dans cette histoire-là, l'année suivante, les gens ont apparemment été repentis et on les a retrouvés dans la foi. C'était la première fois que je voyais une excommunication qui était, disons, renversée. Une autre chose intéressante qu'on m'a racontée, c'est que quelqu'un, quand il était petit, il vivait dans la même maison que ses grands-parents. Et lorsque la famille recevait des catalogues, comme par exemple Sears, le Simpson, Eaton, sa grand-mère, elle se dépêchait de découper les pages de sous-vêtements puis de brassières parce qu'elle avait peur que les jeunes garçons tombent là-dessus et que ça les corrompe. Quand on me suis mariée à Bécomo en 1968, il faisait très beau. Mais comme on était un des premiers mariages à se faire en après-midi, parce qu'à ce moment-là, quand il fallait absolument faire la cérémonie le matin. Alors nous, on se mariait à 2 heures l'après-midi. Et puis ce qu'on n'avait pas dit à nos invités, c'est que vu qu'on se mariait plus tard, on ne partait pas tout de suite en voyage de noces comme c'était la mode à ce moment-là. Fait que, on a essayé d'avoir une chambre à l'hôtel Le Manoir. Et puis, on s'est fait dire qu'ils ne pouvaient pas louer aux gens de la place pour éviter la prostitution. Comme mon mari connaissait assez bien certaines personnes en place, on a réussi à coucher là le soir de notre mariage. Une fois, j'étais partie avec un monsieur qui travaillait pour le central, puis il y avait une moto. Puis il nous faisait faire un tour de moto, les filles qui avaient là, jusqu'au quai, aller-retour. C'était pas méchant, tu sais. À un moment donné, moi, j'arrive, j'embarque, puis mon frère. Quand je reviens, papa, il est là, à la maison. Et là, j'ai rendu à la maison, il m'a envoyé à ma chambre, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi j'ai fait tout un tour de moto. Mais c'est beaucoup plus tard, là, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, il m'a dit, j'ai dit, papa, pourquoi tu nous as pas expliqué que ça... Il dit, tu nous disais rien. Bien, il dit, c'était comme ça, dans ce temps-là, mais tu sais, on disait rien. Il aurait pu me dire que c'était dangereux, le gars. C'était un monsieur plus âgé que moi, là, tu sais. Et dans ce temps-là, ça ne savait rien, là. Du sexe, ça savait rien, absolument. Ah, ça, c'était au cégep, Festival Fesses. Ça, c'était sur les fesses, les plus belles fesses du cégep. Ben oui, c'était ça. Le festival, c'était de trouver les plus belles fesses du cégep en tant que gars ou fille. Puis j'avais dans ma gang, quand on faisait du théâtre l'été, il y en avait 2 qui voulaient gagner absolument. Ça fait qu'ils avaient découpé le jeans pour lui voir les 2 fesses. Mais quand on retourne là, s'en aller, on sortait du bar, on avait pris 2-3 bières, puis on s'en allait à la maison après, là. Est-ce que nous autres, on dit, oh, pas de chaud que ça, là, oui, capable de conduire. On s'en allait. Mais c'était pas normal là, de faire ça. Mais dans le temps, c'était comme ça, tout le monde faisait ça, tous nos amis faisaient ça. Toute ma génération, posez-leur la question, ils vont tous vous répondre la même chose. On savait bien que c'était pas bien, mais on le faisait pareil. Parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de personne qui nous disait « Mais faites pas ça, là, vous allez vous tuer. » Puis vous n'avez pas le droit de faire ça dans ce temps-là. Je ne sais pas si les lois existaient, comment ils existaient, je ne me rappelle même plus. Mais on ne faisait pas bien. Mettons, là, dans les années... Ça s'est passé dans les années 70, le FLQ. Puis nous autres, on avait eu vent qu'il y avait des gens qui s'organisaient pour détruire les vitrines, sur la rue Bossé, sur la rue Pujalon. Puis, je me souviens que les propriétaires de boutiques et de magasins là, se réunissaient. Puis, je te dirais que ça devait être en dessous de l'hôtel à M. Tremblay, qui était justement ici, là. Ils se réunissaient pour essayer de voir comment ils allaient gérer cette situation-là. Mais je peux vous dire que nous autres, les enfants, on se couchait avec, pas une arme, là, mais un rouleau à pâte. Ou, on avait toujours quelque chose pour se défendre si jamais il arrivait de quoi, là. Mais une fois que les gros événements se sont passés avec M. Laporte et tout, là, ça a calmé les ardeurs ici à Bécomo. Ça a été... Mais c'était pas vraiment plaisant.